Pendant 13 ans, Kim Dok-ja a lu un roman. Pas occasionnellement. Pas comme un passe-temps qu'on prend et qu'on abandonne entre deux autres centres d'intérêt. Pendant 13 ans, chaque jour, chaque chapitre, à travers chaque arc et chaque rebondissement, et chaque moment où un lecteur de moindre envergure aurait abandonné l'histoire. Kim Dok-ja a lu un roman en ligne intitulé « 3 Ways to Survive in a Ruined World ». Il était, à la fin, la seule personne à le lire encore. L'unique abonné. Le dernier public d'une histoire que le reste du monde avait oubliée. Et puis, le jour où le roman a publié son dernier chapitre, l'histoire est devenue réelle. Le métro dans lequel il roulait s'est mis à trembler. Le ciel à l'extérieur a changé de couleur. Les gens autour de lui ont commencé à mourir. Et une voix du système, mécanique et absolue, a annoncé le commencement de la fin. Tous les autres ont paniqué. Tous les autres ont crié. Tous les autres n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Kim Dok-ja savait exactement ce qui se passait. Parce qu'il avait lu ce passage. Il avait tout lu. Voici Omniscient Reader's Viewpoint. Et ce n'est pas un récit de pure puissance. C'est une histoire sur ce qui arrive quand le lecteur le plus dévoué au monde devient un personnage à l'intérieur de l'histoire qu'il aimait. Bienvenue sur Manhwa Recap Vault. On m'a demandé de couvrir cette série plus que tout autre titre dans l'histoire de la chaîne. Et ce n'est pas un hasard. Omniscient Reader's Viewpoint. ORV n'est pas simplement populaire. C'est le genre d'histoire qui change la manière dont les lecteurs pensent les histoires. La seule prémisse suffirait à porter une œuvre moindre, mais l'exécution, l'écriture des personnages, l'ambition thématique, la pure dévastation émotionnelle de ce que ce récit finit par devenir. La place dans une catégorie que très peu de manhwas peuvent prétendre occuper. Aujourd'hui, nous couvrons les arcs d'ouverture, et je vous le promets, ce n'est que le commencement. Kim Dok-ja a 30 ans. Il travaille dans un bureau. Il est discret, sans relief, et invisible de la manière dont des millions de gens ordinaires sont invisibles, présents dans le monde sans y laisser de traces. Il n'a aucun talent particulier, aucune lignée martiale cachée, aucune capacité magique latente attendant d'être éveillée. Selon tous les critères extérieurs, il est moyen. Ce qu'il possède, c'est une habitude de lecture qui confine à la pathologie. 3 Ways to Survive in a Ruined World était un roman en ligne, au long cours tentaculaire, le genre de fiction sérialisée qui empile des milliers de chapitres et perd ses lecteurs par centaines à chaque arc. Il n'était pas populaire. Il n'avait pas la reconnaissance critique. Dans ces dernières années, il avait été abandonné par tous, à l'exception de son auteur, qui continuait à publier avec la persistance obstinée de quelqu'un qui écrit pour un public d'une seule personne, et de Kim Dok-ja, qui continuait à lire avec la dévotion de quelqu'un pour qui cette histoire n'était pas un divertissement mais une survie. Le manhwa ne traite pas cela comme charmant. Il ne cadre pas la lecture obsessionnelle de Dok-ja comme un passe-temps pittoresque qui sauvera commodément le monde. Il la cadre pour ce qu'elle est. Un mécanisme de défense. Un homme dont la vie personnelle est fracturée, dont les relations sont distantes, dont le lien avec le monde qui l'entoure est ténu et s'amincit encore, a trouvé dans un monde fictif le sens qu'il ne parvenait pas à situer dans le monde réel. Il connaît le protagoniste du roman, un homme appelé Yoo Jung-hyuk, mieux qu'il ne connaît aucune personne vivante. Il connaît les rebondissements, les mécaniques cachées, les arcs des personnages, les voies secrètes que l'auteur a tissées dans le récit à travers des milliers de chapitres. Il a passé 13 ans à bâtir une connaissance encyclopédique d'un monde fictif. Et puis le monde fictif devient le seul monde qui existe. La transition est instantanée. À un instant, Kim Dok-ja est dans une rame de métro pendant son trajet du soir. À l'instant suivant, le monde a changé. Un système, avec un S majuscule, s'active. Il s'annonce non comme un dieu, ni un démon, ni une force de la nature, mais comme un cadre. Le monde fonctionne désormais selon des scénarios, des événements structurés avec des objectifs précis,
des règles précises et des conséquences précises en cas d'échec. Le premier scénario commence immédiatement dans la rame avec un ordre aussi simple qu'horrible. Survivre. Les détails du premier scénario sont délibérément viscéraux. Les passagers doivent tuer les monstres qui apparaissent dans la rame. Ceux qui refusent de participer meurent. Ceux qui hésitent trop longtemps meurent. Le scénario ne se soucie ni de justice, ni de pitié, ni de dignité humaine. C'est un filtre, et il filtre les survivants. Les autres passagers, des gens ordinaires, des navetteurs, des étudiants, des employés de bureau, réagissent avec tout le spectre de la terreur humaine. Certains se figent, certains se battent, certains se retournent les uns contre les autres. Le contrat social se dissout en quelques minutes, parce que le contrat social était fondé sur un monde qui n'existe plus. Dokja ne se fige pas. Il ne panique pas. Il agit avec une précision qui déconcerte tous ceux qui l'entourent. Il sait quel monstre cibler en premier. Il connaît le seuil exact de violence requis. Il connaît le rythme des phases d'escalade du scénario. Il traverse la crise non avec les réflexes d'un combattant, mais avec l'assurance de quelqu'un qui suit des instructions mémorisées des années plus tôt. Parce qu'il l'a fait. C'est le chapitre 1 de 3 Ways to Survive in a Ruined World. Il a lu cette scène. Il sait comment elle se termine, ou du moins, il sait comment elle se terminait dans le roman. La distinction cruciale, ce qui sépare ORV de toute autre prémisse de connaissance du futur, c'est que Dokja n'est pas un personnage du roman. C'est un lecteur qui a été inséré dans le monde du roman. Le roman avait un protagoniste. Ce protagoniste est Yoo Jung-hyuk, un homme aux capacités physiques extraordinaires, à la brillance stratégique et à la détermination impitoyable qui, dans le roman, a survécu à chaque scénario grâce à une combinaison de puissance brute et d'une capacité appelée régression. Yoo Jung-hyuk peut régresser. Il a vécu les scénarios plusieurs fois, se réinitialisant à la mort, accumulant le savoir à travers les vies. C'est le héros de l'histoire. Le plus fort, le plus expérimenté, le plus capable. Et Kim Dokja sait tout de lui. Chaque décision qu'il a prise, chaque allié qu'il a recruté, chaque ennemi qu'il a vaincu, chaque faiblesse secrète qu'il n'a jamais révélée. Dokja n'est pas le protagoniste. Il est le public. Et maintenant, le public se tient à l'intérieur de l'histoire, observant le protagoniste à distance, armé d'un savoir que le protagoniste lui-même ne possède pas. Parce que Jung-hyuk a vécu les événements, mais Dokja a lu la version des événements qui incluait les pensées intérieures de Jung-hyuk, ses motivations cachées, ses moments privés de doute. Le lecteur connaît le personnage mieux que le personnage ne se connaît lui-même. Les scénarios ne sont pas aléatoires. Ils sont orchestrés par un système appelé The Star Stream, un cadre cosmique dans lequel des êtres appelés constellations observent, parrainent et manipulent les humains en contrebas. Constellations sont, en essence, des dieux. Figures mythologiques, héros légendaires, êtres divins de chaque panthéon et de chaque tradition. Ils existent sur un plan supérieur et traitent les scénarios qui se déroulent sur Terre comme un divertissement, un spectacle. Ils regardent les humains se battre, lutter, trahir et mourir, et ils récompensent ceux qui se produisent avec le plus de force par des pièces, la monnaie de The Star Stream, utilisée pour acheter compétences, objets et survie. C'est, le manhwa le précise, une histoire. The Constellations sont le public, les humains sont les personnages. Et The Star Stream est le cadre narratif qui donne à leur souffrance structure et sens. Les implications métatextuelles sont vertigineuses, et l'histoire le sait. ORV est une histoire sur les histoires, sur ce que signifie être lecteur, personnage, auteur, sur la relation entre celui qui regarde et celui qui agit, sur la question de savoir si connaître une histoire vous donne pouvoir sur elle, ou si l'histoire a pouvoir sur vous. Kim Dokja navigue dans ce système avec la précision de quelqu'un qui a lu le manuel d'utilisation. Il sait quelles constellations sont généreux et lesquels sont capricieux. Il sait quels scénarios récompensent l'audace et lesquels la punissent.
Il connaît les conditions cachées, les objectifs secrets enfouis dans les objectifs officiels, qui débloquent des avantages auxquels les autres survivants n'ont pas accès. Mais son plus grand atout n'est pas sa connaissance du système, c'est sa connaissance des gens qui s'y trouvent. Il aborde Yu Jung-hyuk, non comme un étranger mais comme un lecteur qui a passé 13 ans à comprendre cet homme. Il connaît les schémas de Jung-hyuk, sa façon de s'isoler, sa façon d'abandonner ses alliés quand ils deviennent un fardeau, la façon dont sa capacité de régression l'a rendu efficace mais émotionnellement creux. Il sait ce dont Jung-hyuk a besoin, même quand Jung-hyuk l'ignore lui-même. Il recrute Lee Ji-hye, une épéiste qui, dans le roman, est devenue l'une des compagnes les plus loyales de Jung-hyuk. Il reconnaît le potentiel de Jung Hae-won avant qu'elle ne le reconnaisse elle-même. Il identifie les alliés futurs et les menaces futures avec la certitude tranquille de quelqu'un qui feuillette un chapitre qu'il a déjà lu. Les autres survivants voient un homme qui fait des prédictions impossibles. Dokja se voit faire ce qu'il a toujours fait, lire en avance. Mais il y a une complication que la prémisse ne révèle pas immédiatement. Le roman que Dokja a lu était écrit du point de vue de Yu Jung-hyuk. Il décrivait les expériences de Jung-hyuk, les rencontres de Jung-hyuk, le parcours de Jung-hyuk à travers les scénarios. Dokja connaît ce parcours intimement. Mais il n'est pas sur ce parcours. Il est une variable nouvelle, un personnage qui n'existait pas dans l'histoire originale. Et sa présence change les choses. De petits changements d'abord. Un survivant qui mourait dans la version du roman du scénario, du métro, vit parce que Dokja est intervenu. Une ressource que Jung-hyuk aurait revendiquée revient à quelqu'un d'autre parce que Dokja l'a redirigée. Une relation qui se serait formée plus tard se forme plus tôt, ou différemment, ou pas du tout. Chaque déviation est une fissure dans la préscience de Dokja. Chaque vie sauvée, chaque issue modifiée, chaque moment où la présence de Dokja éloigne l'histoire de sa version écrite, tout cela dégrade la fiabilité de son unique avantage. Il édite le roman de l'intérieur, et chaque édition rend les chapitres restants moins prévisibles. Voici la vérité que les premiers arcs de ORV établissent avec une clarté dévastatrice. Connaître l'histoire ne vous protège pas d'elle. Kim Dokja sait ce qui vient. Il sait quels personnages meurent. Il sait quelles trahisons sont inévitables. Il connaît la forme de la tragédie avant qu'elle n'arrive. Et ce savoir, loin d'être un bouclier, est une forme particulière de torture. Parce que les gens qu'il rencontre ne sont plus des personnages pour lui. C'était des personnages quand il lisait sur un écran. C'était des noms et des descriptions et des dialogues. Maintenant, ce sont des personnes réelles, debout devant lui, qui respirent et qui ont peur et qui lui demandent de l'aide. Et il sait lesquels d'entre eux vont mourir. Le manhwa traite cela avec une retenue qui révèle son ambition littéraire. Dokja ne devient pas un stratège froid qui sacrifie des pions pour des résultats optimaux, ni un fou sentimental qui tente de sauver tout le monde et échoue de façon spectaculaire. Il occupe un entre-deux plus douloureux, un homme qui connaît l'intrigue et qui essaie, désespérément, silencieusement, de la changer sans briser la structure narrative qui maintient tout le monde en vie. Parce que les scénarios suivent l'intrigue du roman. Les événements sur lesquels Dokja a lu se produisent en séquence avec les mêmes enjeux et les mêmes règles. S'il s'écarte trop du récit établi par le roman, les scénarios deviennent imprévisibles. Son savoir devient inutile. L'unique avantage qu'il possède s'évapore. Il doit rester assez près de l'intrigue pour prédire ce qui vient ensuite, tout en s'en éloignant assez pour sauver des gens que le roman a tués. C'est l'exercice d'équilibre le plus délicat du genre. Un lecteur qui tente d'éditer l'histoire de l'intérieur, sachant que trop de changements la rendront illisible. Et The Constellations regarde. Il remarque Dokja. Pas parce qu'il est puissant. Il ne l'est emphatiquement pas au sens physique que The Star Stream valorise. Il le remarque parce qu'il est intéressant, parce qu'il fait des choix qui ne correspondent pas au schéma qu'ils attendent, parce qu'il semble savoir des choses
qu'il ne devrait pas savoir. Et dans The Star Stream, où des dieux traitent la survie humaine comme un divertissement, être intéressant est à la fois un atout et une cible. Dokja acquiert son propre parrain Constellation, une relation qui est à la fois un avantage et une laisse. The Constellations investissent dans les humains, comme un public investi dans des personnages. Ils veulent du drame, ils veulent de la tension, ils veulent une satisfaction narrative. Et un humain qui fournit ces choses reçoit du pouvoir. Un humain qui les ennuie ne reçoit rien. Kim Dokja, l'homme qui a passé 13 ans en tant que public, se produit maintenant pour un public de Dieu. Le lecteur est devenu le lu, et la performance est épuisante. Dokja doit maintenir plusieurs façades simultanément. Pour les autres survivants, il est un meneur mystérieux doté d'une capacité étrange à prédire l'avenir. Pour Yoo Jung-hyuk, il est une anomalie, un homme dont le savoir défie l'explication. Pour The Constellation, il est un divertissement, un récit captivant dans lequel ils investissent. Et pour lui-même, il est encore l'employé de bureau discret qui lisait des romans dans le métro, habitant désormais un rôle que le roman n'a jamais écrit pour lui. Le coût psychologique de cette identité démultipliée est quelque chose que le manhwa explore avec une vraie profondeur. Dokja n'est pas fait pour cela. Ce n'est pas un meneur né. Ce n'est pas un combattant. C'est un lecteur, un homme dont la plus grande compétence est la compréhension, pas l'action. Chaque combat le ronge. Chaque pari stratégique lui coûte quelque chose d'intérieur. L'écart entre ce qu'il est et ce que l'Apocalypse exige de lui est une source d'angoisse constante et silencieuse qu'il ne montre à personne. J'ai couvert des dizaines de manhwas sur cette chaîne. Des histoires de régression, de systèmes, d'apocalypse, de gens ordinaires qui découvrent un pouvoir extraordinaire. Le genre est riche et varié, et j'ai une véritable affection pour lui. Mais Omniscient Reader's Viewpoint opère à un niveau que la plupart de ces histoires ne tentent pas. La prémisse, un lecteur entre dans l'histoire qu'il a lue, pourrait être jouée en comédie, en récit de pouvoir, en commodité isekai. ORV la joue en tragédie. La tension centrale de l'histoire n'est pas de savoir si Dokja survivra. C'est de savoir si un homme dont l'identité entière est bâtie sur le fait d'être un observateur peut apprendre à être un participant. Si quelqu'un qui comprenait le monde par le texte peut apprendre à le comprendre par l'expérience vécue. Si la distance que la lecture crée, la sécurité de savoir sans éprouver, est quelque chose que Dokja peut abandonner. L'art de Redis Studio mérite une mention particulière. Les designs des personnages communiquent les états intérieurs avec une efficacité remarquable. La composure soigneusement maintenue de Dokja, les micro-expressions qui trahissent la distance entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent. Les environnements des scénarios sont rendus avec une échelle et une atmosphère qui rendent l'apocalypse véritablement hostile plutôt que simplement dramatique. Et la composition des cases pendant les révélations clés, les moments où le savoir de Dokja entre en collision avec la réalité, utilise un rythme visuel qui amplifie l'impact d'informations que le texte seul ne pourrait pas délivrer. L'écriture de Sing Song dans le roman original, adapté fidèlement par Sleepy C et visualisé par Redis Studio, compte parmi les plus sophistiqués thématiquement du médium. Chaque arc opère sur 2 niveaux, le récit littéral de survie et le commentaire métatextuel sur la lecture, l'autorité octoriale et la nature de la fiction. Les personnages discutent de leur propre signification narrative. Le système lui-même est cadré comme un mécanisme de narration. The Constellations sont explicitement un public et leurs réactions reflètent celles du véritable public lisant le manhwa. C'est une histoire consciente d'être une histoire, et elle utilise cette conscience non comme un gimmick, mais comme la fondation de son architecture émotionnelle. Et puis, il y a Yoo Jung-hyuk, le protagoniste du roman, le régresseur, l'homme qui a vécu l'apocalypse des centaines de fois et a survécu à chaque itération par une cruauté croissante et une humanité décroissante. Dans le roman que Dokja a lu,
Jung-hyuk était le héros. Dans le monde que Dokja habite désormais, Jung-hyuk est quelque chose de plus compliqué. Un homme dont la capacité de régression l'a rendu puissant, mais dont les vies répétées ont érodé la capacité à créer du lien. La relation de Dokja avec Jung-hyuk est la colonne vertébrale émotionnelle de l'histoire. Un lecteur qui sait tout d'un personnage rencontre la personne réelle derrière le personnage et découvre que savoir n'est pas la même chose que comprendre, que lire la douleur de quelqu'un ne signifie pas la saisir, que la distance entre une histoire et la vérité est plus large que ce que 13 ans de lecture peuvent franchir. Omniscient Reader's Viewpoint. Jangjijok Dokja Sijom est disponible sur Webtoon, où l'adaptation manhwa par Sleepy Sea et Redis Studio se poursuit avec des mises à jour régulières. Le roman original de Sing & Song est complet en 550 et un chapitre. Les traductions de fans sont largement disponibles. Ce que j'ai couvert aujourd'hui, c'est l'ouverture. Les premiers arcs d'une histoire qui s'élargit en quelque chose que je ne suis pas prêt à dévoiler. Les scénarios s'intensifient. Les politiques de The Constellation se complexifient. La relation entre Dokja et ses compagnons évolue vers quelque chose qui, si vous le permettez, vous brisera le cœur. Voici la version standard. L'acte d'ouverture. Si vous voulez l'ampleur totale, la compilation, elle arrive. Et je vous le promets, l'attente en vaut la peine. Si vous découvrez ORV, commencez ici. Si vous l'avez lu et que vous vous demandez si cette chaîne lui rend justice, dites-le moi en commentaire. Manhwa Recap Vault couvre les histoires les plus captivantes du genre, chaque semaine. Abonnez-vous si vous voulez être présent pour la prochaine. Merci de votre attention. À la prochaine.